Vous avez entendu parler des espions de la guerre froide et des crises des missiles. Mais laissez-moi vous montrer le dérapage total. Pendant 40 ans, les États-Unis ne se contentaient pas de combattre le communisme. Ils interrogeaient des groupes de rock, paniquaient à cause de la nourriture en conserve et traitaient les aires de jeu comme des zones de guerre. Ce n'est pas de la géopolitique, c'est un véritable défilé de paranoïa à grande échelle. Voici 33 moments où la peur a fait sauter les freins et où la réalité a quitté les lieux. 1. Le concours Miss Bombe Atomique. Alors, que fait-on quand le gouvernement fait exploser des armes de destruction massive à un jet de pierre de votre ville? Si vous êtes le Las Vegas des années 1950, vous transformez ça en attraction touristique ultime, concours de beauté compris. Bienvenue au concours Miss Bombe Atomique. De jeunes femmes se disputaient ce titre prestigieux, dont l'apothéose était une séance photo où la gagnante portait un maillot de bain orné d'un champignon atomique en coton duveteux. Ces photos étaient ensuite placardées sur des cartes postales et envoyées dans le monde entier, faisant la promotion de Vegas comme un endroit où l'on pouvait admirer le ciel d'avant l'aube, s'embraser de boules de feu atomiques, tout en savourant son petit déjeuner. C'était le summum absolu de la transformation de l'angoisse existentielle en opportunité commerciale, parce que rien ne crie glamour et divertissement, tout à fait comme la représentation visuelle d'une arme capable d'anéantir toute vie humaine. 2. Les cocktails et soirées sur le thème atomique. L'obsession pour tout ce qui était nucléaire ne s'arrêtait pas au concours de beauté. Elle s'infiltrait directement dans la vie nocturne américaine. À travers tout le pays, mais surtout à Vegas, les gens organisaient des soirées d'observation atomique, se rassemblant sur les toits un verre à la main pour regarder les champignons atomiques éclore au loin dans le désert du Nevada. Pour se mettre dans l'ambiance, les bars avaient créé le cocktail atomique, un mélange puissant de vodka, de brandy et de xérès, souvent agrémenté d'une touche de champagne pour imiter l'effervescence d'une réaction nucléaire. C'était la forme ultime d'humour noir. La logique semblait être la suivante. Si l'humanité vacille au bord de l'anéantissement, autant le faire avec un petit coup dans le nez. C'était un moment culturel des plus bizarres, celui de contempler l'abîme en disant « Je reprendrai bien la même chose, s'il vous plaît, avec une cerise vert radioactif sur le dessus. » 3. Les abris anti-atomiques de jardin. Tandis que certains faisaient la fête, des millions d'autres creusaient. Alimentés par des brochures gouvernementales et des exercices scolaires terrifiants, une véritable frénésie de construction d'abris anti-atomiques de jardins déferla sur l'Amérique. Il ne s'agissait pas d'une opération militaire de haute technologie. Pour la plupart des familles, cela se résumait à un caisson en béton exigu et humide enterré sous les rosiers, garni de boîtes de haricots, de jeux de société et de l'angoisse écrasante d'un cataclysme imminent. La réalité était sinistre. Ces abris étaient souvent mal ventilés, structurellement fragiles et n'offraient que très peu de protection réelle. Mais la paranoïa qu'ils engendraient était bien réelle, elle. Ils firent naître un étrange nouveau dilemme social. Que fait-on quand les sirènes retentissent et que votre voisin, qui n'a rien préparé, se met à tambouriner à la porte de votre abri? C'était l'épreuve ultime de l'hospitalité de banlieue face à l'Armageddon nucléaire. 4. Les brochures de protection civile sur le lavage des aliments irradiés. Dans un étalage stupéfiant de ce qu'on ne peut qualifier autrement que d'optimisme délirant, le gouvernement des États-Unis a publié des brochures de protection civile, prodiguant des conseils sur la manière de survivre à une attaque nucléaire. L'une des recommandations les plus ahurissantes concernait la sécurité alimentaire. Les directives officielles suggéraient très sérieusement que si vos aliments avaient été exposés aux retombées radioactives, vous pouviez les rendre propres à la consommation en les lavant, tout simplement. Oui, selon les experts, un bon rinçage sous le robinet suffisait à décontaminer vos pommes et votre laitue. C'est l'équivalent d'essayer de soigner une morsure de requin avec un petit pansement adhésif. Cela ignorait totalement le fait que la radiation n'est pas une simple saleté de surface. C'est une énergie pénétrante et invisible. Le message du gouvernement était clair. L'hiver nucléaire n'est pas une excuse pour une salade croquant sous le sable. 5.
Le complot communiste pour fluorer l'eau. Dans les années 1950, des villes à travers toute l'Amérique ont commencé à ajouter du fluor à leur réseau d'eau potable. Une mesure de santé publique dont l'efficacité était prouvée pour prévenir les caries dentaires. Mais pour un nombre croissant de citoyens profondément paranoïaques, il ne s'agissait nullement d'hygiène dentaire. Oh que non. C'était un sinistre complot communiste visant à empoisonner la nation. Des groupes d'extrême droite et des théoriciens du complot affirmaient que la fluoration était une stratégie secrète des soviétiques pour affaiblir la population américaine, provoquer des lésions cérébrales et la rendre soumise à une prise de pouvoir communiste. Ils étaient bien convaincus qu'il s'agissait d'une forme de médication de masse conçue pour saper la volonté de résistance du pays. La logique était simple et terrifiante. L'ennemi n'était pas seulement aux portes, il était dans votre évier de cuisine, tramant la domination mondiale un verre d'eau du robinet à la fois. 6. La censure des globes et des cartes. La paranoïa devint si intense qu'elle commença à contaminer les outils même de l'éducation. Dans les salles de classe à travers toute l'Amérique, la représentation de l'Union soviétique sur les cartes et les globes devint un sujet de controverse majeure. Le problème ? Elle avait tout simplement l'air grande. Dangereusement grande. Des conseils scolaires et des associations de parents exigèrent des éditeurs qu'ils colorent l'URSS et ses États satellites d'un rouge sang menaçant afin de rappeler constamment aux enfants la menace qu'ils représentaient. Mais certains activistes allèrent encore plus loin, insistant pour que les cartes soient redessinées afin de faire paraître l'Union soviétique physiquement plus petite. L'idée était que montrer son immensité réelle constituait une forme de propagande glorifiant la puissance communiste. C'était une tentative absurde de réécrire littéralement la géographie, comme si l'on pouvait vaincre une idéologie en réduisant simplement la taille de sa police sur la scène mondiale. 7. La peur des messages subliminaux dans les films. Imaginez-vous assis dans une salle de cinéma obscure, en train de savourer un film, quand soudain vous ressentez une envie inexplicable de renverser le capitalisme. À la fin des années 1950, c'était une crainte tout à fait réelle. Une panique éclata autour du concept de messages subliminaux, l'idée que des messages cachés, projetés à l'écran pendant une fraction de seconde, pouvaient laver le cerveau de spectateurs sans méfiance. Les gens étaient terrifiés à l'idée que Hollywood, considéré comme un foyer de sympathisants communistes, incorporait des ordres secrets dans ses films. La théorie voulait qu'une image furtive d'une faucille et d'un marteau ou une phrase comme « Obéissez au parti » puisse transformer de patriotiques américains en automates communistes dépourvus de volonté. Cela révélait une peur profondément ancrée que l'ennemi était non seulement invisible, mais qu'il pouvait contourner entièrement votre esprit conscient pour implanter son idéologie directement dans votre cerveau. 8. La guerre du FBI contre Louis Louis. En 1963, la chanson Louis Louis des Kingsmen devint un succès retentissant. Elle était entraînante, brute, et les paroles étaient notoirement, totalement inintelligibles. Mais pour le FBI de J. Edgar Hoover, ces voix traînantes et incompréhensibles n'étaient pas simplement du mauvais chant. Elles constituaient une menace potentielle pour la sécurité nationale. Le bureau reçut des lettres de parents inquiets qui étaient membres convaincus que les paroles de la chanson étaient soit outrageusement obscènes, soit, pire encore, contenèrent des messages codés destinés à des espions communistes. Et c'est ainsi que le FBI lança une enquête en bonne et due forme, qui dura 2 ans. Des agents passèrent d'innombrables heures à écouter le disque à différentes vitesses, essayant de déchiffrer les mots bredouillés. Finalement, après un gaspillage colossal de temps et d'argent public, ils conclurent que les paroles étaient inintelligibles à toute vitesse. La nation était à l'abri de la menace du rock'n'roll, pour l'instant. 9. La panique du poisson rouge. Le gouvernement américain avait un objectif simple et louable: encourager les Américains à manger davantage de poissons pour soutenir l'industrie nationale de la pêche. Mais il se heurta à un obstacle bizarre, enraciné dans la pure paranoïa. L'un des poissons les plus populaires et les plus abondants était le saumon, qui, comme chacun le sait, est naturellement rose ou rouge. Dans le climat fiévreux de la peur rouge, c'était un problème de communication majeur. Le mot « rouge » était si toxique, si synonyme de communisme,
que les gens commençaient à se méfier du poisson lui-même. La propagande gouvernementale dut redoubler d'efforts pour réhabiliter l'image du saumon, en assurant au public que sa couleur était un signe de délice et non une allégeance secrète à Moscou. Ce fut un moment où l'hystérie politique devint si absurde que même le rayon poissonnerie du supermarché représentait un front potentiel de guerre idéologique. 10. Les sous-vêtements de survie doublés de plomb. Alors que la peur des retombées radioactives atteignait son paroxysme, une nouvelle génération d'entrepreneurs vit une occasion en or sur le marché du plomb. Des entreprises se mirent à commercialiser des équipements de survie doublés de plomb, promettant une protection contre les rayons gamma mortels. Cela ne se limitait pas à des articles sensés comme des couvertures. Oh non, ils y allèrent à fond, vendant des sous-vêtements et des vêtements imprégnés de plomb. L'argumentaire de vente était simple. Si la bombe tombait alors que vous étiez en vadrouille, vos slips spécialement doublés pouvaient en être la seule chose entre vous et une mort atroce. Bien entendu, la science derrière tout cela était une absurdité totale. Une fine couche de plomb dans vos vêtements ne ferait absolument rien pour arrêter le pouvoir pénétrant des radiations d'une explosion nucléaire. Mais à une époque de terreur pure, vendre un faux sentiment de sécurité était un commerce très rentable. 11. La folie du serment de loyauté. La peur de l'infiltration communiste devint si omniprésente que le gouvernement décida que la seule solution était de faire jurer à tout le monde, et je dis bien tout le monde, qu'il n'était pas communiste. Cela ne concernait pas uniquement les espions ou les hauts fonctionnaires. Des millions d'Américains ordinaires furent dits contraints de signer des serments de loyauté simplement pour conserver leur emploi. Professeurs d'université, avocats, ouvriers d'usine et, dans l'un des cas les plus célèbrement absurdes, même des catcheurs professionnels durent formellement jurer allégeance. La logique voulait qu'un agent soviétique infiltré, une fois confronté à un formulaire, se sente tenu par l'honneur de dire la vérité. Ce fut un exercice bureaucratique massif de paranoïa qui traitait chaque citoyen comme un traître potentiel jusqu'à ce qu'il signe un bout de papier prouvant le contraire. 12. Le changement de nom de l'équipe de baseball. Dans le monde du sport, peu de noms étaient aussi historiques que celui des Cincinnati Reds. Mais au début des années 1950, ce nom était devenu un problème de première ligue. Au plus fort du macartisme, les propriétaires de l'équipe furent terrifiés à l'idée que le mot « Reds » sonnait un peu trop. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Pour éviter toute association avec les communistes impies, ils prirent une décision radicale. L'équipe changea officiellement de nom pour devenir les Cincinnati Redlegs. Pendant 5 saisons entières, ils jouèrent sous ce nouveau nom maladroit. Tout cela pour que les fans patriotes puissent encourager leur équipe sans craindre de se retrouver sur une liste de surveillance du FBI. Cela reste l'un des exemples les plus surréalistes de la profondeur à laquelle la peur rouge pénétra la culture américaine, contraignant une équipe de baseball à se renommer pour éviter de paraître politiquement suspecte. Womisan 13. La paranoïa autour de la langue espéranto. L'espéranto a été créé à la fin du 19e siècle avec un objectif noble: favoriser la paix mondiale et la compréhension mutuelle grâce à une langue seconde universelle. Mais aux yeux toujours vigilants du FBI, ce projet idéaliste ressemblait à une menace sinistre. Leur raisonnement était un chef-d'œuvre de déduction paranoïaque. Si tout le monde parlait la même langue, cela ne faciliterait-il pas considérablement la diffusion de la propagande communiste soviétique à l'échelle mondiale? Soudain, cette petite communauté de passionnés de langue était perçue comme une potentielle 5e colonne. Les agents du FBI se mirent à surveiller les clubs d'espéranto, et ses défenseurs étaient là parfois interrogés. Tout cela parce que leur mission pacifique d'unité avait été détournée en un outil au service de l'ennemi. 14. La croisade des enfants pour la liberté. Comment combattre le communisme? Avec de l'argent de poche, bien entendu. Dans l'un des efforts de propagande les plus singuliers de l'époque, la croisade pour la liberté fut lancée, encourageant les écoliers américains à donner leurs pièces de 10 et 500 à la cause. Cet argent servit à financer les opérations de Radio Free Europe et, de manière plus visible, à lancer d'énormes ballons au-dessus du rideau de fer. Ces ballons transportaient des millions de tracts portant des messages pro-démocratiques, destinés à inspirer l'espoir et la résistance en Europe de l'Est. C'était un coup de maître,
transformant la guerre psychologique en une activité saine et patriotique pour les enfants. En somme, le gouvernement américain réussit à transformer le fait d'économiser pour s'acheter une bande dessinée en une contribution directe à la lutte mondiale contre la tyrannie. 15. La croisade anticommuniste de l'American Legion. Tandis que le sénateur McCarthy tenait ses audiences à Washington, une peur rouge plus discrète et plus locale était menée par l'American Legion. Cette respectée organisation d'anciens combattants prit sur elle de devenir la vigie de quartier de la nation contre le communisme. Des sections locales à travers tout le pays se livraient à leur propre chasse aux sorcières improvisées, compilant leur propre liste noire de supposés subversifs dans leur communauté. Elles utilisaient ensuite leur influence considérable pour faire pression sur les entreprises locales et les administrations publiques afin qu'elles licencient quiconque figurait sur leur liste. Elles devinrent une force décentralisée et puissante de paranoïa, veillant à ce que la peur du communisme ne soit pas seulement une question politique abstraite, mais une menace bien réelle pour votre emploi et votre réputation dans votre propre ville. 16. Les théories du complot de la John Birch Society. Juste au moment où l'on pensait que la paranoïa de la guerre froide ne pouvait pas devenir plus extrême, la John Birch Society est arrivée pour repousser les limites jusqu'à la stratosphère. Ce groupe ultra-conservateur était convaincu que le complot communiste ne se contentait pas de frapper à la porte. Il avait déjà pris possession de toute la maison. Il voyait des communistes infiltrés partout, dans chaque aspect de la vie américaine. Mais leur affirmation la plus célèbre et la plus délirante était que le président Dwight D. Eisenhower, le général 5 étoiles qui avait mené les Alliés à la victoire en Europe durant la Seconde Guerre mondiale, était lui-même un agent dévoué de la conspiration communiste internationale. Pour eux, la paranoïa était si absolue que même le héros de guerre républicain le plus célébré du pays était un traître secret œuvrant pour l'ennemi. 17. La peur lavande. Tandis que la peur rouge visait les convictions politiques, une chasse aux sorcières parallèle, et sans doute plus vicieuse, battait son plein. La peur lavande. Il s'agissait d'une panique morale, alimentée par la théorie paranoïaque selon laquelle les homosexuels, hommes et femmes, constituaient une menace pour la sécurité nationale. La logique tordue était que leur vie secrète les rendait intrinsèquement vulnérables au chantage d'agents soviétiques, qui pouvaient menacer de les démasquer s'ils ne livraient pas des secrets gouvernementaux. Cette peur sans fondement a conduit à une purge en bonne et due forme. Des milliers de fonctionnaires fédéraux dévoués furent enquêtés, interrogés sur leur vie privée et licenciés sans ménagement, non pas pour un quelconque acte de déloyauté, mais simplement en raison de la personne qu'ils aimaient. Ce fut une campagne brutale qui ruina d'innombrables vies et institutionnalisa la discrimination sous couvert de protection de la nation. 18. La liste noire d'Hollywood. Dans la capitale mondiale du glamour, un sombre drame se jouait. La Commission des activités anti-américaines de la Chambre des représentants, connue sous le nom de UAC, tourna son regard vers Hollywood, convaincu que c'était un foyer de propagande communiste. Une liste noire fut créée, désignant des acteurs, scénaristes, réalisateurs et musiciens soupçonnés de sympathie communiste, souvent sur la seule base d'une participation à une manifestation des années auparavant. Figurer sur cette liste équivalait à une condamnation à mort professionnelle. Les studios refusèrent de les embaucher, détruisant de fait leurs moyens de subsistance du jour au lendemain. Certains des artistes les plus talentueux d'Amérique furent tout contraints de travailler sous des pseudonymes, de fuir le pays ou d'abandonner entièrement leur art, tout cela à cause de la peur paranoïaque qu'ils dissimulaient secrètement une idéologie marxiste dans des films à succès. 19. La guerre de J. Edgar Hoover contre Martin Luther King Jr. Pour la majeure partie de l'Amérique, Martin Luther King Jr. était un leader moral luttant pour la justice. Pour le puissant et profondément paranoïaque directeur du FBI, J. Edgar Hoover, il représentait une grave menace. Hoover était pathologiquement obsédé par l'idée que le mouvement des droits civiques était un complot communiste, orchestré par Moscou pour déstabiliser la nation. Il était convaincu que King était soit lui-même un communiste secret, soit manipulé par eux. Sous ses ordres, le FBI lança une campagne acharnée pour détruire la réputation de King,
utilisant des écoutes téléphoniques et la surveillance pour déterrer des informations compromettantes sur sa vie privée et tentant de le faire chanter. C'était un abus de pouvoir sidérant, alimenté par la conviction d'un seul homme que la lutte pour l'égalité raciale n'était qu'une façade pour la menace rouge. 20. L'autodafé des livres de bibliothèque. La bataille contre le communisme ne se menait pas uniquement avec des espions et des soldats. Elle se livrait aussi dans les allées silencieuses de votre bibliothèque locale. À travers tout le pays, des comités de vigilance autoproclamés et des groupes de citoyens inquiets commencèrent à exiger que les bibliothèques purgent leurs rayons de tout matériel subversif. Leur définition de la subversion était d'une ampleur absurde. Des livres qui se contentaient pas de décrire la vie en Union soviétique furent interdits. Même l'histoire classique de Robin des Bois fut attaquée, car sa philosophie consistant à voler les riches pour donner aux pauvres ressemblait étrangement à un manifeste communiste. Dans certaines villes, cette hystérie dégénéra en autodafé public, un écho glaçant des régimes totalitaires, le tout au nom de la protection de la liberté américaine contre les idées dangereuses. 121. La peur des supersoldats soviétiques. Oubliez les bombes nucléaires. La nouvelle crainte chuchotée dans les cercles du renseignement était que les soviétiques concevaient quelque chose de bien plus terrifiant, le soldat parfait. Des rapports sensationnels et pseudo-scientifiques, ainsi que des articles à sensation, commencèrent à circuler, affirmant que l'URSS utilisait une combinaison de drogues puissantes, d'hypnose avancée et de conditionnement psychologique brutal pour créer une armée d'armes humaines. Ces super soldats, prétendèrent ces récits, ne ressentaient ni douleur, ni peur, ni fatigue. Ils étaient dépeints comme des machines à tuer imparables et dénués de sentiments, capables de marcher des jours entiers sans repos. Bien que totalement fictive, cette propagande alimentait la peur américaine d'un ennemi déshumanisé et monolithique, transformant le simple conscrit soviétique en un produit monstrueux d'une dystopie scientifique et sans Dieu. 22. La plateforme volante Healer VZ-1 Pony. La course contre les soviétiques ne visait pas seulement la suprématie militaire, elle visait aussi la coolitude futuriste. Et rien ne criait davantage futur que le Healer VZ-1 Pony de l'armée américaine. Cet engin avait l'air de sortir tout droit d'une bande dessinée de science-fiction. C'était une petite plateforme circulaire sur laquelle un soldat se tenait debout et qu'il dirigeait simplement en se penchant dans la direction souhaitée. L'idée était de créer un véhicule de reconnaissance agile, capable d'aller partout sur le champ de bataille moderne. La réalité ? Il était incroyablement difficile à piloter, terriblement instable et exposait totalement le pilote aux tirs ennemis. Après avoir dépensé des millions, l'armée a réalisé qu'une assiette volante n'était peut-être pas l'arme révolutionnaire espérée. Mais l'engin reste un monument parfait à la mentalité de l'époque selon laquelle tout est possible. 23. Le projet de bombardier à propulsion nucléaire. Pourquoi ravitailler vos bombardiers en vol quand on peut tout simplement fourrer un réacteur nucléaire à l'intérieur? Telle était la logique brillamment insensée derrière le Convair NB-36H, le bombardier expérimental américain à propulsion nucléaire. L'objectif était de créer un avion capable de rester en vol pendant des semaines, voire des mois d'affilée, constituant une menace nucléaire constante et menaçante pour l'Union soviétique. Ils ont effectivement construit un prototype et l'ont fait voler 47 fois avec un réacteur opérationnel à bord, blindé par des tonnes de plomb pour protéger l'équipage. Le projet a finalement été annulé en raison de son coût astronomique et du problème plutôt considérable de ce qui se passerait si un Tchernobyl volant venait à s'écraser. C'était un témoignage de l'ambition de l'époque, où aucune idée n'était trop risquée ni trop coûteuse dans la quête de surpasser les soviétiques. 24. Le projet Plowshare. Le gouvernement américain disposait d'un surplus de bombes nucléaires et d'une idée folle. Et si on les utilisait pour des projets pacifiques de génie civil? Ainsi naquit le projet Plowshare, un programme dédié à la recherche d'usages constructifs pour les explosions atomiques. Les propositions étaient d'une folie à couper le souffle. Elles comprenaient un plan visant à creuser à l'explosif un nouveau canal de Panama, plus grand, à travers le Nicaragua, en utilisant des centaines de dispositifs nucléaires. Une autre idée, le projet Chariot,
visait à créer un port artificiel en Alaska en faisant détonner 5 bombes thermonucléaires. Heureusement, la plupart de ces plans ne dépassèrent jamais le stade de la planche à dessin, après que des scientifiques eurent souligné les conséquences plutôt évidentes et catastrophiques de la création de cratères radioactifs massifs à proximité de zones peuplées. Ce fut un chapitre bizarre où l'arme la plus destructrice jamais créée fut brièvement rebaptisée en une très grosse pelle. 25. Le Survival Condo Project. Pour l'Américain moyen, survivre à une guerre nucléaire signifiait une existence sinistre dans un bunker en béton. Mais pour les riches, l'apocalypse était une expérience à vivre dans le luxe. C'est là qu'intervient le Survival Condo Project. Des promoteurs entreprenants ont racheté des silos de missiles nucléaires, Atlas F déclassés, d'immenses structures souterraines conçues pour résister à un impact atomique direct, et les ont transformés en appartements haut de gamme prévus pour la fin du monde. Ce n'étaient pas de simples abris, c'étaient des penthouses souterrains dotés de piscines, de salles de cinéma, de murs d'escalade et de jardins hydroponiques. C'était l'expression ultime de l'angoisse de la guerre froide rencontrant le capitalisme. Tandis que le reste du monde se préparait à un hiver radioactif, les ultra-riches pouvaient traverser l'épreuve dans un confort climatisé, prouvant que même la fin de la civilisation pouvait avoir son espace VIP. 26. Opération Big Buzz. Dans une initiative qui ressemble au scénario d'un film d'horreur de série B, l'armée américaine décida de tester la faisabilité de l'utilisation d'insectes comme arme de destruction massive. L'expérience, baptisée Opération Big Buzz, se déroula au-dessus d'une zone résidentielle de l'État de Géorgie. En 1955, l'armée largua depuis des avions environ 330 000 moustiques non infectés afin d'observer comment ils se disperseraient et s'ils chercheraient à piquer des humains. L'objectif était de déterminer si les moustiques pouvaient servir de vecteur pour un agent biologique tel que la fièvre jaune dans le cadre d'une guerre éventuelle. Naturellement, les habitants en contrebas, qui ne se doutèrent de rien, ne furent pas informés qu'ils étaient les sujets d'une vaste expérience entomologique. Ce fut un essai glaçant qui traita une ville américaine comme un gigantesque laboratoire de guerre biologique à base d'insectes. 27. Project Aquilin. Le drone espion nucléaire en forme de corbeau. La mission de la CIA était de collecter des renseignements sur les soviétiques et elle était prête à tenter littéralement n'importe quoi. Cela donna naissance à l'un des concepts les plus extravagants de l'histoire de l'espionnage, le Project Aquilin. L'idée était de construire un drone de reconnaissance déguisé en corbeau ou en aigle. Mais il ne s'agissait pas d'un drone ordinaire. Le plan prévoyait qu'il soit alimenté par un générateur thermoélectrique à radioisotope, en somme, une petite batterie nucléaire. Cela aurait permis à l'oiseau robotique de rester en vol pendant des mois, se posant sur les rebords de fenêtres à Moscou et collectant silencieusement des données grâce à ses yeux caméra et son bec microphone. Le projet était incroyablement ambitieux et échoua finalement en raison de défis techniques, mais il incarne parfaitement le mélange caractéristique de l'époque entre paranoïa high-tech et espionnage quasi cartoonesque. 28. Projet Orion, le vaisseau spatial propulsé par des bombes nucléaires. Comment remporter la course à l'espace? Selon certains des esprits les plus brillants de la NASA et de la DARPA, la réponse était simple. Chevaucher une vague continue d'explosions nucléaires jusqu'à Mars. Tel était le concept central du projet Orion, une proposition sérieuse de vaisseau spatial propulsé par des bombes atomiques. La conception impliquait un vaisseau massif doté d'une gigantesque plaque de poussée à l'arrière. De petits engins nucléaires, spécialement conçus, seraient éjectés par l'arrière et mis à feu, et l'onde de choc résultante pousserait la plaque, propulsant l'engin vers l'avant. C'était, en théorie, le système de propulsion le plus rapide et le plus puissant jamais imaginé. Les seuls petits inconvénients étaient les quantités massives de retombées radioactives qu'il répandrait sur la planète lors du lancement et la folie générale consistant à arrimer ses astronautes à une tour d'armes atomique. 29. Projet A119. À la fin des années 1950, la course à l'espace s'intensifiait et l'Amérique accusait du retard après le lancement soviétique de Spoutnik.
Dans une tentative désespérée de remporter une victoire médiatique retentissante, l'armée de l'air américaine élabora un plan ultra secret portant le nom de code Projet A-119. L'objectif était d'une simplicité stupéfiante et d'une folie monumentale: faire exploser une bombe nucléaire sur la Lune. L'explosion serait synchronisée de sorte que le champignon atomique, éclairé à contre-jour par le Soleil, soit visible à l'œil nu depuis la Terre. Il s'agissait d'une démonstration mondiale et indéniable de la puissance américaine, un moyen de montrer au monde, et surtout aux Soviétiques, que les États-Unis avaient la capacité de projeter leurs forces militaires jusqu'à la surface lunaire. Fort heureusement, la sagesse l'emporta, et le projet de bombarder la Lune à l'arme nucléaire fut discrètement abandonné. 30. La théorie des dominos. Il ne s'agissait pas d'un événement isolé, mais d'une idée omniprésente et puissante qui façonna des décennies de politique étrangère américaine. La théorie des dominos reposait sur une métaphore simple et terrifiante. Si un pays d'une région tombait sous le joug du communisme, ses voisins s'effondreraient inévitablement les uns après les autres, comme une rangée de dominos. Cette vision simpliste du monde transformait chaque conflit local, chaque guerre civile et chaque bouleversement politique, où que ce soit sur le globe, en un champ de bataille crucial de la guerre froide. C'est cette logique fondée sur la peur qui justifia l'intervention américaine dans des endroits comme le Vietnam et l'Amérique latine. Cette théorie transforma le monde en un gigantesque jeu aux enjeux colossaux où la perte d'un seul petit domino pouvait supposément déclencher une réaction en chaîne menaçant l'ensemble du monde libre. 31. L'opération Northwoods. C'est l'un de ces documents déclassifiés si choquants qu'on a du mal à croire qu'ils sont réels. En 1962, les plus hauts échelons de l'armée américaine, y compris l'état-major interarmé, ont rédigé et proposé un plan appelé Opération Northwoods. Ce plan était le schéma directeur d'une série d'attaques sous fausse bannière devant être commises par le gouvernement américain contre ses propres citoyens et ses propres intérêts. La liste des actions proposées comprenait l'organisation d'attentats terroristes dans des villes américaines, le torpillage de bateaux de réfugiés cubains en haute mer et même l'abattage d'un avion de ligne américain. L'objectif était d'imputer ces actes horribles au Cuba de Fidel Castro, créant ainsi un prétexte indiscutable pour une invasion militaire à grande échelle. L'administration Kennedy a catégoriquement rejeté cette proposition insensée, mais elle reste un aperçu terrifiant de jusqu'où certains étaient prêts à aller. 32. Le projet Sunshine. Le programme de vol de cadavres de bébés. C'est sans doute l'un des projets secrets les plus troublants de toute la guerre froide. Dans les années 1950, une agence gouvernementale appelée la Commission de l'énergie atomique a lancé le projet Sunshine. Sa mission était d'étudier les effets à long terme des retombées radioactives sur le corps humain, en particulier la façon dont un isotope dangereux appelé strontium-90 s'accumulait dans les os humains. Pour ce faire, ils avaient besoin d'échantillons de tissus humains, en particulier provenant de jeunes sujets dont les os étaient encore en développement. Ainsi, des agents gouvernementaux à travers le monde ont commencé à collecter secrètement des parties de corps, principalement ceux de bébés et d'enfants récemment décédés, sans que leurs parents endeuillés en aient connaissance ni y consentent. C'était un programme macabre et contraire à l'éthique, qui traitait les corps humains comme de simples points de données dans la course aux armements nucléaires. 33. La doctrine de la destruction mutuelle assurée, MAD. Et pour finir, nous arrivons au summum absolu de la logique de la guerre froide, une stratégie si parfaitement insensée que son propre acronyme en était l'aveu. La doctrine qui a maintenu cette paix fragile pendant des décennies s'appelait la destruction mutuelle assurée, ou MAD, fou en anglais. Le concept était simple. La seule façon d'empêcher une guerre nucléaire était que les États-Unis et l'URSS possèdent tous deux tellement d'armes nucléaires que toute attaque garantirait l'anéantissement total à la fois de l'agresseur et du défenseur, et probablement du reste du monde. La paix était maintenue non par la confiance ou la diplomatie, mais par une prise d'otage mondiale où chaque être humain était une victime potentielle. C'était le paradoxe ultime. Pour assurer sa survie, l'humanité devait vivre en permanence au bord de l'extinction totale. Le nom disait tout. Cette stratégie était véritablement totalement folle.
Alors, mener la guerre froide en interdisant des couleurs, du poisson et des solos de guitare. Génie ou folie? Peut-être les deux. Mais voici la vraie question qui tue. Aurait-il gagné sans toutes ces folies? Déposez votre théorie dans les commentaires.